Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera encore un point lecture. Je ne m'arrête plus ces temps-ci. Il est vrai que, étant donné que j'ai réussi à trouver une nouvelle routine de lecture qui marche beaucoup mieux pour moi, du coup j'arrive à lire beaucoup plus et c'est beaucoup plus intéressant pour vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon compte TikTok que je vous mettrai en barre d'infos pour découvrir des petits vlogs lecture. J'ai préparé ça pour le mois de mai, comme ça vous allez pouvoir suivre toutes mes lectures du mois de mai de manière un peu plus proche qu'un vlog par semaine et je trouve ça beaucoup plus intéressant. Dans ce point lecture, je vais vous présenter 2 livres. J'ai oublié de préciser, mais c'est un point lecture de fin avril. Voilà, c'est mes 2 dernières lectures d'avril. Du coup, on commencera par Is It Love Ryan de Eva de Kerlan selon une idée originale de Claire Zarmora. Et ensuite, on passera au Royaume de Feu, le tome 7, Le Piège de glace de Tweety Sutherland chez Gallimard Jeunesse. C'est parti! Is It Love Ryan. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Is It Love Ryan, à l'origine, c'est un jeu vidéo interactif. Pour ceux qui connaissent, genre Amour sucré, c'est un peu le même type de jeu vidéo. C'est une romance interactive en fait où vos choix vont déterminer si vous avez des illustrations ou non. Vous avez quand même un scénario prédéfini, mais voilà, vos choix vont influencer sur l'obtention d'illustrations plus ou moins érotiques, etc. Je jouais à ce jeu au collège, je n'aurais pas dû jouer à ce jeu au collège, je n'avais pas l'âge clairement, mais au collège je faisais plein de choses pour lesquelles je n'avais pas l'âge clairement. Du coup, dans ce roman, c'est clairement l'adaptation du jeu interactif, c'est exactement le même scénario, vraiment à quelques détails près. Du coup, on va suivre June. June, elle est infographiste, enfin c'est pas très clair son métier en fait, dans une grande firme qui s'appelle Carter Corporation, c'est marqué ici. Et un jour, elle va rencontrer dans l'ascenseur en partant du travail un homme très mystérieux et pendant que l'ascenseur est en panne et donc que les lumières sont éteintes, ils vont un petit peu, se rapprocher physiquement, c'est le seul mot que je peux trouver pour être politiquement correct. Il va rien se passer de plus que juste des caresses sensuelles ou quoi, mais quand même, tu vois, c'est un peu chelou, c'est un inconnu dans un ascenseur. Trop bizarre. Et le lendemain, donc cet épisode se passe et quelques temps après, June se retrouve face au grand patron sans même le savoir. Elle va critiquer le menu d'un gala que doit tenir l'entreprise parce que June, elle est critique culinaire sur internet, elle a un blog sur lequel elle écrit énormément de critiques. Alors, on nous en parle au tout début du livre et après on oublie ce fait-là et sur son blog, elle ne fait que raconter ce qui va se passer avec son PDG. Basta, mais bon bref. Donc elle est censée avoir un blog de cuisine où elle fait des critiques, etc. Pour le coup, c'est un petit peu oublié dans l'histoire, clairement, on n'y pense même plus au fait qu'elle fasse des critiques culinaires, elle le laisse complètement de côté, je trouve ça un petit peu dommage, mais bref. Et du coup, ça va un petit peu attiser la curiosité du grand patron et il va décider de de remplacer sa secrétaire par June, donc sa secrétaire personnelle. June, elle est là un peu en mode qu'est-ce qu'il me veut ce playboy à croire que je vais finir dans son lit. Elle va finir dans son lit, on le sait tout. Elle est un petit peu en mode qu'est-ce qu'il me veut lui. Enfin, c'est hyper bizarre. Déjà, il me prend comme assistante privée alors qu'à la base, moi, je fais de l'infographisme au 42e étage. Et surtout, il la laisse sans rien. C'est-à-dire qu'il lui dit juste, voilà, il faut traiter ce dossier, voilà, il faut faire ça. Et en fait, il lui explique pas du tout ce qu'il doit faire et June, elle est un peu en mode what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Il y a un certain jeu de séduction qui va s'installer entre les deux, mais attention, embrouille à la villa. June va se recevoir, que ce soit sur son blog ou sur son téléphone personnel, des espèces de menaces venant d'une personne. Mais en gros, elle se rend compte que son patron, il est beaucoup dans les actions de bienfaisance, il veut construire des puits dans les régions qui n'ont pas d'eau. Enfin voilà, il est beaucoup dans la bienfaisance, etc. Ça plaît pas à tout le monde. Et du coup, June est la cible directe d'attaques, que ce soit d'attaques physiques ou d'attaques sur les réseaux sociaux et sur son téléphone. Et elle va se rendre compte qu'en fait la vie avec un PDG c'est pas si facile que ça, il y a sa belle famille qui va s'en mêler aussi, enfin voilà. Voilà pour le résumé, je vais pas vous en dire plus parce que le livre est relativement court et qu'en plus de ça, si vous avez déjà joué au jeu, vous connaissez un petit peu le scénario et ce qui va se passer à l'intérieur. Et surtout voilà, si je veux dire, c'est pas un livre qui déborde d'événements non plus, pour être très honnête avec vous. Avec le recul, je me rends compte que c'est un livre que j'ai trouvé assez plat. Alors c'est un beau retour à ma préadolescence, hein, clairement, parce que je lisais ça au collège. Mais en fait, avec même le recul sur le jeu auquel je jouais, c'était plat quoi. Il se passait pas grand chose, c'était quasiment inintéressant, les intrigues n'étaient pas vraiment des intrigues, le quiproquo sur les menaces et les machins, c'était chiant. Enfin, c'est une bonne lecture, mais très sincèrement, on n'est pas sur une histoire des plus recherchées.
Pour être très honnête avec vous, voilà, c'est pas super recherché. C'est voilà, c'est basique, c'est quelque chose pour se vider la tête, vous lisez un petit peu de romans, c'est sympa, c'est mignon, c'est rigolo. C'est tout, basta quoi. Y a rien d'autre à aller chercher derrière ce livre, y a rien à creuser, absolument rien. Il y a quand même le caractère des personnages, je dois bien avouer, c'était une romance Mimi en soi, pour conclure la partie d'avant. Mais le caractère des personnages m'a beaucoup plu. Bon, Ryan Carter, je connaissais un petit peu, et le personnage féminin dans les jeux interactifs est un petit peu fade, pour être très honnête. Là, pas du tout. June, ça va être une protagoniste féminine exaltée, vraiment. J'ai adoré ce côté-là de son personnage. Elle est exaltée, elle ne fait rien dans la demi-mesure. Tout est trop avec elle et je trouve ça génial. Et c'est un petit peu ce qui a redressé ce roman, je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais je vous en parle beaucoup, du fait que les personnages féminins dans les romans, c'est une catastrophe, c'est que des pains beiges débiles qui prennent des décisions terribles. Je pense que c'est très lié à la société patriarcale dans laquelle on vit et que ça influe sans le vouloir les auteurs et autrices. Et là, pour le coup, c'est un contre-exemple, parce que clairement, June, c'est un personnage réfléchi, c'est un personnage qui ne prend pas des décisions à la va-vite. Et alors, ok, ça suit la trame de l'histoire principale, mais tout de même, on sent qu'un véritable caractère a été créé derrière, et que pour le coup, c'est vraiment très intéressant d'avoir créé June de cette façon-là, parce que clairement, moi je m'en souviens que dans les Is It Love, le personnage principal qu'on incarnait était fade, parce qu'en fait le but c'était de mettre notre personnalité derrière cette personne-là, mais il restait quand même très fade, hein, même derrière ce fond de c'est à toi de le faire. Il y a un autre truc qui m'a franchement saoulée, c'est que des fois on a le point de vue de Jake. Alors Jake, pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, c'est le garde du corps de Ryan. En fait, ça essaie de créer un espèce de triangle amoureux un peu bidon. C'était le cas déjà dans le jeu interactif et je me souviens qu'il y avait un choix pour lequel on pouvait embrasser Jake. Ça crée un espèce de triangle amoureux un peu pourri et Jake c'est un peu, vous savez, je vais pas dire un pick-me mais c'est un peu ça, c'est vraiment genre moi je suis le gentil par rapport à mon patron qui est juste un gros playboy, gna 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 gna. Pour être honnête, j'ai lu qu'un seul chapitre avec Jake en me disant mais qu'est-ce que ça nous apporte de plus? Rien du tout à part Jake qui râle et qui dit elle va encore se faire avoir comme les autres alors que moi je l'aimerais vraiment. Je vous jure que c'est décrédibiliser un personnage parce que clairement Jake est très intéressant. Jake est un personnage vraiment très intéressant. Il y a d'ailleurs un autre tome qui est sorti sur lui parce que Jake est un ancien militaire, Jake est un garde du corps, donc voilà, il y a vraiment des choses à explorer, notamment dans ses traumas, etc. Et là, je trouve que ça le décrédibilise totalement. Il passe juste pour un gros rageux, un pick-me, un mec qui est là genre ouais, mais moi je suis mieux de toute façon. C'est très irritant, c'est horrible à lire, c'est pour ça que j'ai pas lu du tout c'est POV parce que déjà je vois pas ce que ça fout dans le livre, pour être très honnête. Ok, c'était dans le jeu, très bien, mais on s'en fout. Enfin vraiment ça n'apporte rien à l'histoire et en plus de ça, ça essaie de créer un pseudo triangle amoureux vraiment claqué au sol. Voilà, c'était vraiment... En fait, avec le recul, franchement c'était pas une si bonne lecture que ça. C'est terrible, hein. Mais c'était pas mon préféré à l'époque parce que vraiment il était fade comme ça, genre. C'était clairement pas mon jeu préféré, j'adore le personnage de Ryan et je préfère en fait ce qui a été fait dans les saisons d'après. Parce que vous aviez comme dans Amour Sucré des saisons différentes. Dans la saison 2, c'est beaucoup plus intéressant ce qui se passe avec Ryan. Pour le coup, il y a vraiment de l'intrigue, il y a vraiment quelque chose qui est développé. Ici, c'est fade, c'est insipide, c'est créer une histoire pour créer une histoire, créer des rebondissements pour créer des rebondissements et Jake c'est encore pire. Ça crée un espèce de vieux triangle amoureux pété alors que June, elle s'en bat les couilles de Jake mais d'une force monumentale. Elle est pas plus que ça attirée par lui, elle le trouve beau gosse, y a pas de souci là-dessus, mais elle est pas non plus comme elle était devant Ryan quoi. Donc vraiment essayer de créer un espèce de quiproquo où Jake s'insérait au milieu de la relation alors que ça n'a pas lieu d'être, c'était vraiment ridicule. Et au final, plus je vous en parle, plus je me dis que cette lecture était pas incroyable. Je lirai d'autres Is It Love, pourquoi? Parce qu'on retrouvera le personnage de Ryan mais pas celui de June. C'est-à-dire que chaque Is It Love, c'est le même univers mais c'est des univers parallèles. C'est-à-dire que l'héroïne du tome d'avant n'existe pas dans l'univers d'après. Parce que sinon, il y aurait plein de choses qui ne seraient pas possibles dans chacun des livres. Bref. J'aurais bien aimé moi en vrai que tous ces univers se connectent et forment des trucs ensemble, mais bon, ce n'est pas le cas et c'est dommage. Mais du coup voilà, je lirai les autres quand même, mais c'est vrai que je pensais vraiment qu'ils allaient rajouter quelque chose par rapport au jeu, et en fait c'est un copier-coller du jeu, juste t'as pas de choix à faire quoi, c'est tout. Donc je trouve ça un petit peu dommage et je suis légèrement déçue parce que vraiment je plaçais ce jeu en très haute estime quand j'étais plus jeune. Après ça s'appelle aussi grandir. Moi à l'époque c'était le genre d'intrigue qui me suffisait, mais depuis que je lis énormément de romances, ça ne me suffit plus tout simplement parce que c'est trop fade et insipide pour que ça me plaise, alors que des fois j'ai des trucs de fou furieux. Ensuite on passe au tome 7, Le piège de glace des royaumes de feu de Tweet et Sutherland chez Gallimard Jeunesse. Alors comme d'habitude vous êtes habitués avec ces livres là, je vais vous faire un résumé du tome 1
Pour la simple et unique raison que si vous n'avez pas lu tous les autres tomes, ce serait un énorme spoil que de vous raconter l'histoire du tome 7. Vraiment. Et en plus de ça, moi quand je fais mes résumés sur mes carnets de lecture, je résume uniquement les événements clés qui vont me permettre de comprendre le tome d'après. Donc tout ce qui est révélation, oh mon dieu, plot twist, ce genre de choses là. Du coup nous sommes dans un monde, c'est une espèce d'archipel en fait qui est régi par des dragons. Vous avez plein de dragons de différentes espèces et du coup cet archipel, je vais vous montrer la carte, j'arrive. Hein. Cet archipel est divisé en plein de royaumes différents et depuis je crois que ça fait 20 ans, quelque chose comme ça, une guerre secoue cet archipel pour la succession du trône des ailes de sable, donc ils sont dans le désert etc. Parce que la reine a été tuée, mais pas par l'une de ses filles. Normalement, les successions dans la plupart des royaumes se fait quand une des filles tue sa mère pour pouvoir prendre le pouvoir. Ou alors que sa mère meurt et donc une est désignée. Meurt de manière naturelle par exemple. Ce qui est très intéressant ici, c'est de voir que ce sont les mâles qui servent à pas grand chose et ce sont les femelles, les sphères de pouvoir on va dire. Du coup, les 3 filles de l'ancienne reine, donc Oasis, qui a été tuée, elle a d'ailleurs été tuée par un charognard. C'est nous, les humains, les tout petits humains. Ils nous décrivent vraiment comme juste des créatures à poils avec des poils sur la tête. Voilà, globalement. Donc elle a été tuée par un charognard qui lui aurait volé tout son trésor. Et depuis, ces 3 filles se font la guerre pour espérer avoir le trône. Voilà, alors qu'elles auraient pu régler ça très simplement. Il y en a une qui tuait les 2 autres et puis voilà. Donc cette guerre a créé des alliances, donc 3 camps différents, plus un camp qui est un peu neutre, on va dire. Et dans ce camp neutre, on va avoir les Serfs de la Paix, qui est une espèce d'organisation qu'on pourrait apparenter à l'ONU finalement, qui a pour but d'accomplir une prophétie qui a été énoncée il y a de ça quelques temps, qui dit que 5 dragonnets, les dragonnets du destin, vont permettre d'arrêter la guerre, vont stopper la guerre en fait, tout simplement. Donc ces 5 dragonnets existent bel et bien, sauf que ces 5 dragonnets, ils sont un peu bancals. Déjà, il y a un dragon qui va pas, ça devait être un aile de ciel, c'est une aile de pluie. L'aile de sable en fait il est tout faible et il a même pas d'aiguillon qui caractérise son espèce, et l'aile de nuit il a pas de pouvoir, donc vraiment là on est sur des dragons qui vraiment vont sauver le monde mais on sait pas trop comment ils vont faire. Ces dragons sont enfermés dans une grotte et vous vous doutez bien c'est les personnages qu'on va suivre lors du premier cycle, là on en est au 2e. Du coup on va suivre ces 5 dragonnets dans leur vie dans cette grotte enfermée. Un jour ils vont dire on en a ras le cul d'être enfermés dans cette grotte et d'être traités comme des moins que rien, on va sortir, et c'est là que commencent les emmerdes. Parce que vous vous en doutez bien, chacune des 3 sœurs veut récupérer les dragonnets pour qu'ils puissent soit aller en sa faveur et la désigner reine, soit les tuer parce que qui a besoin de dragonnets pour savoir que c'est moi la reine par exemple. Du coup ça va aller de mal en pis pour eux jusqu'à la fin du cycle 1 où c'est un cycle, donc il y a une fin à tout ce qui s'est passé dans le cycle 1, et du coup là nous sommes dans le cycle 2 et effectivement il y a une fin et il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le cycle 2. Là on va être avec un aile de glace, c'est la première fois qu'on a le point de vue d'un aile de glace dans la saga. C'était hyper intéressant. Bien sûr je vais pas vous résumer ce qui se passe dedans parce que ce serait clairement du spoil, et pour le cycle 1 et pour le tome 6, donc non. Mais du coup c'était vraiment super intéressant parce que le fait d'être dans la tête d'un aile de glace, eh ben on découvre plein de traditions, plein de règles, une société en fait tout entière. Très sincèrement, cette société pourrait s'apparenter à la Russie de l'URSS. Enfin l'URSS du coup, pas la Russie. Mais les pays slaves pendant l'URSS, par exemple. Vraiment ce côté, cette froideur en fait, oui, cette froideur. C'est tu n'es bon que si tu es soldat, tu n'es bon que si tu es haut placé dans les classements, et il faut absolument que tu te sacrifies pour ton peuple. Voilà, c'est l'URSS, en gros, le système soviétique finalement. Du coup, il y avait ce côté-là qui était hyper intéressant. On découvre aussi un véritable endoctrinement des ailes de glace. Alors, c'était un peu le cas dans chacun des royaumes, en fait, c'est nous, c'est les meilleurs, c'est les pas beaux, pas bien. Mais là, ça prend vraiment des tournures de... Carrément, ils ont réinventé l'histoire, quoi. Autant, surtout Pyria, c'est le nom de l'île, hein. Surtout Pyria, tout le monde apprend à peu près la même histoire. Autant eux, vraiment, on est sur de la réinvention pure et dure. C'est là qu'on voit un peu pourquoi je compare ça à l'URSS. C'est vraiment cette notion d'endoctrinement et de on va changer l'histoire. C'est le cas dans n'importe quelle dictature. On change l'histoire pour faire croire que nous sommes les victimes et que nous en sommes ressortis glorieux de ce passé de victimes. Là, c'est vraiment le cas, et surtout quand on découvre la vraie histoire en fait, parce que du coup, nous, c'est des événements
dont on n'a jamais entendu parler, les autres dragonnés ne parlent jamais. Pourquoi? Parce que les aides de glace sont les seuls à les inculquer à leurs dragonnés. Et en fait, quand on découvre la vérité derrière cet endoctrinement, on se dit waouh, mais c'est fou de faire ça quand même. Il y a aussi toute cette notion où en fait il faut être le mieux placé dans des cercles, enfin c'est un espèce de classement social un peu comme en Chine au final. Donc d'être placé dans des cercles, il faut être le mieux placé sinon tu fais honte à ta famille, et si ta famille a honte, bah t'es dans la merde parce que ta famille va clairement te maltraiter si tu lui fais honte, enfin voilà. Il y avait tous ces aspects très intéressants qui font paraître les ailes de glace pour une espèce de grosse dictature. Je vous ai pas tellement spoilé parce qu'au final c'est un univers qu'on découvre que maintenant, mais c'est que des notions, enfin c'est que des trucs factuels en fait. J'ai adoré le fait qu'on voit Winter, donc c'est le personnage de ce tome-là, qu'on voit Winter en fait changer complètement ses idées à propos de ses amis, à propos du monde qui l'entoure, à propos de sa propre famille. Et en fait, au fur et à mesure du livre, on voit que ses idéaux se dégradent petit à petit, dans le sens où il se met à penser à des choses où il se dit mais si j'avais pensé, si mes parents savent que je pense à ça, mais je suis mort. Enfin, en fait, il se met à retourner totalement l'endoctrinement qu'il a eu parce qu'il se rend compte de la vérité et il est prêt à accepter la vérité. Des fois, beaucoup ne le sont pas. Et c'était hyper intéressant, vraiment, c'était sa déconstruction, en fait, très clairement. En parallèle de ça, en fait, la déconstruction de Winter arrive grâce aux révélations qu'on nous fait sur les ailes de glace, sur tout Pyrrhia en général. Et ça m'a encore une fois laissé sur le cul. Je vous en parle à chaque fois que je vous parle d'un tome des Royaumes de Feu. Mais en fait c'est un univers très riche où on ne se perd jamais. C'est hyper bien fait. Parce que après c'est peut-être le fait que moi j'enchaîne les tomes. C'est-à-dire qu'une fois tous les mois, en fait, tous les mois je lis un tome. Là j'ai déjà acheté le tome 8, il était dans ma pile à lire du mois de la fantaisie. Je vais lire le tome 8 très prochainement. Ça va faire même pas 2 semaines que j'ai lu celui-là. Mais vraiment on apprend plein de choses à la fois, et ça ne nous déroute pas pour autant, dans le sens où en fait on nous rappelle les faits précédents, on nous rappelle ce qui s'est passé avant, et on nous rappelle que ah oui ça c'était relié à tel dragon qui disait ça et machin. C'est hyper bien fait parce qu'à chaque fois on a un petit retour qui n'est pas du tout artificiel, parce que très souvent c'est soit dans la tête du personnage lui-même un souvenir qui lui revient, soit en discutant avec d'autres personnages en espèce de groupe ou de comité parce qu'ils ont une stratégie à faire, parce qu'ils veulent discuter de ce qui va se passer par la suite. C'est hyper intéressant et c'est hyper bien fait, ou alors c'est une conversation surprise au détour d'un couloir, on sait pas qui parle. Enfin, c'est super bien fait de nous rappeler tout le temps ce que contient l'univers pour pas qu'on soit totalement perdu. Je rappelle quand même que c'est une saga pour enfants à la base, enfin enfants pré-ados on va dire, parce qu'il y a des scènes un petit peu gore pour être très honnête avec vous. Mais voilà, je n'arrête pas de le répéter, mais clairement je pense que c'est à mettre dans les mains des enfants. Moi je lisais ça fin primaire, début collège, et je me suis jamais perdue, j'ai jamais trouvé ça trop gore, je trouvais ça juste trop long à lire, parce qu'à l'époque j'avais pas le même rythme de lecture que maintenant, mais je m'étais arrêtée au milieu du tome 4, c'est pour ça que j'avais que les 3 premiers tomes à la base. Bon là maintenant à l'heure actuelle vous en doutez bien, vu la taille des livres et ma vitesse de lecture, je l'ai fini en même pas une journée, mais bon bref. Mais voilà, ce que j'aime beaucoup c'est qu'à chaque fois on nous rappelle les événements passés, à chaque fois on revoit les personnages du dernier cycle, on revoit les alliances, les amitiés, les liens en fait qui sont créés dans le dernier cycle, c'est hyper intéressant. Et voilà, je le répète encore une fois, mais c'est un univers très riche, mais à contrario de la fantasy adulte qui je trouve est beaucoup moins compréhensible sur ce point de vue-là, et c'est normal parce que c'est fait pour les adultes, là c'est plutôt fait pour les enfants pré-ados. C'est que là vraiment on est sur un rappel constant, pas à la loi pour le coup, mais un rappel constant à l'univers pour pas qu'on soit perdu, et c'est hyper intéressant de faire ça. Et on en apprend tellement de plus en plus au fur et à mesure que c'est... Moi je me le note, donc je me rappelle dès que je relis un tome, je relis vite fait mon petit résumé. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant de l'intégrer au tome même, ce qu'on a appris dans le tome précédent. Il n'y a pas de résumé en début de chaque tome, ça pourrait être aussi bien, mais il y a vraiment... Pendant qu'on reparle d'un événement qui s'est passé avant, on rappelle pourquoi on en reparle et on rappelle ce qui s'était passé. Donc ça c'est super intéressant, moi j'aime trop. Bon bref, du coup voilà, je peux pas vous parler plus que ça de ce livre-là. Encore une fois, c'est un tome 7 compliqué de vraiment vous développer précisément ce que j'ai aimé parce que ce serait du spoil en fait tout simplement. Après il y a des choses que j'ai vu arriver à 10 km, c'est du jeunesse, encore une fois c'est normal. Mais en fait, quand on voit l'endoctrinement qui s'installe et le fait que Winter il n'arrive pas à se sortir ses idées préfaites de la tête, en fait, on se doute très bien que la vérité a été arrangée à des fins purement politiques ou voilà, à des fins très personnelles. Et donc on comprend vite. Mais bon,
Voilà, en tout cas très très bonne lecture. Comme d'habitude, j'ai acheté le tome 8, ça va être ma première lecture, ma prochaine lecture pardon, j'ai trop hâte. Et bien écoutez, ce point lecture touche à sa fin. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas été très évasive, déjà parce qu'il y en avait un qui m'a moyennement plu et l'autre c'est un tome 7 donc compliqué sans vous spoiler. Voilà, j'espère quand même que ce point lecture vous aura plu, moi j'ai beaucoup aimé le tourner comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de passer de très bonnes vacances, de très bonnes lectures, de très bons moments en général. Je vous fais plein de bisous, ciao.